Maintenant, on va voir les AVC constitués. Donc, une fois l'accident vasculaire constitué, il faut voir dans quel territoire. Dans quel territoire, dans quel territoire. Est-ce que c'est l'artère cérébrale antérieure qui s'est bouchée? Est-ce que c'est le tronc basilaire qui s'est bouché? Et ça dépend des signes cliniques qu'on va avoir. D'accord? Donc, on commence dans le territoire carotidien, les accidents carotidiens. Donc, l'artère qui est touchée le plus, c'est la cérébrale moyenne ou la sylvienne. La sylvienne ou la cérébrale moyenne. Donc, il faut savoir que la cérébrale moyenne, c'est une branche terminale de la carotide interne. Elle-même, elle est divisée en deux branches, la superficielle et la profonde. D'accord? La superficielle et la profonde. Donc, la cérébrale moyenne, hein, la sylvienne. Si elle est touchée dans les deux territoires, c'est-à-dire avant qu'elle ne se divise, dans les deux territoires, donc on va avoir une atteinte dans le territoire superficiel et dans le territoire profond. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, si les deux branches sont touchées, vous imaginez bien qu'on va avoir un accident vasculaire qui est important. Il y a deux branches qui sont touchées. Donc, deux territoires touchés. Et donc, on va avoir un accident vasculaire étendu. Étendu. D'accord? À deux branches. Et là, on va voir, le malade, il va avoir une hémiplégie totale et massive, très importante, avec un coma initial et une déviation de la tête et des yeux du côté de la lésion. Ça veut dire que le malade, s'il fait par exemple un AVC dans la sylvienne, la sylvienne, les deux branches si vous voulez, droite, le malade, il va faire une hémiplégie totale à gauche, un coma, et il va regarder ses lésions, c'est-à-dire ses yeux et sa tête vont tourner à droite. On dit qu'il regarde sa lésion parce que la tête et les yeux sont tournés à droite. Voilà. Si vous voyez un malade comme ça, sachez si vous voyez un malade dont la tête et les yeux sont tournés d'un côté, sachez que c'est un AVC sylvien dans les deux territoires sylvien total, étendu. Donc, le malade, il va vous faire un coma et généralement, le décès, il survient dans les 15 premiers jours. Généralement, le malade, c'est rare quand les malades s'en sortent. Voilà. Donc, ça, c'est leur amollissement sylvien total. Hémiplégie massive avec coma, déviation de la tête et des yeux du côté de la lésion. On dit que le malade regarde sa lésion. Voilà. Si c'est l'artère superficielle seulement qui est touchée, la branche superficielle de la sylvienne qui est touchée, à ce moment-là, on va avoir seulement une hémiplégie, on a l'hémiplégie des deux membres, si vous voulez, mais qui prédomine au niveau de la face et du bras. C'est-à-dire, le malade, il va avoir un déficit au membre inférieur, mais il continuera à le bouger, il continuera à marcher, même s'il est un peu déficitaire. Par contre, la paralysie, elle touche surtout le membre supérieur, donc brachial, et la face, et l'hémiface. Donc, l'hémiplégie à prédominance facio-brachiale, accompagnée de troubles sensitifs, c'est-à-dire c'est des troubles moteurs et sensitifs brachiofaciaux. Donc, du bras et de la face, le membre inférieur, déficitaire, mais pas très important. Bon, donc, troubles sensitifs. Et si c'est l'hémisphère gauche qui est touché, si l'AVC a touché l'hémisphère gauche, qui est généralement l'hémisphère dominant. Donc, on va avoir une astériognosie et une aphasie. C'est quoi l'astériognosie? L'astériognosie, si vous placez, si quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, vous lui placez une bague dans la main, vous lui dites qu'est-ce que c'est, normalement, on reconnaît que c'est une bague. C'est un stylo, d'accord? Mais là, le malade, il ne reconnaît pas. On dit qu'il fait une astériognosie. Donc, astériognosie, aphasie, il perte du langage. Vous savez que l'aire du langage, elle est située toujours sur l'hémisphère majeur, qui est généralement l'hémisphère gauche. Mais parfois, il y a des malades il y a des sujets qui, dans l'hémisphère majeur, c'est le droit. Hein?
Mais généralement, l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère majeur. Et donc, le malade, s'il est atteint de l'hémisphère gauche, on va avoir astériognosie et une aphasie. Si l'AVC est à droite, on va avoir une anosognosie et une hémiasomatognosie. Rappelez-vous ça quand on a fait les syndromes topographiques. Anosognosie, c'est-à-dire le malade, il ne reconnaît pas l'hémicorps paralysé, son hémicorps paralysé. Pour lui, ce n'est pas son hémicorps. Hémiasomatognosie, il ne reconnaît pas le déficit. Pour lui, c'est son hémicorps, mais il n'est pas déficitaire, alors qu'il est déficitaire. D'accord? Donc, on reprend. Donc, en cas d'atteinte de la branche superficielle de la sylvienne, vous allez avoir une hémiplégie à prédominance facio-brachiale avec des troubles sensitifs. Si c'est l'hémisphère gauche qui est touché, astériognosie, aphasie. Si c'est l'hémisphère mineur qui est touché, anosognosie et hémiasomatognosie. Et parfois, on peut avoir des troubles du champ visuel, une HLH associée, une myanopsie latérale homonyme. Tout ce qui nécessite des schémas, ne vous inquiétez pas, on va faire ça au cours d'un TD ou même de 2 TD. D'accord? Donc ça, on a vu le sylvien total, le sylvien superficiel et on va voir le sylvien profond. Donc si c'est la branche profonde de l'artère sylvienne qui est bouchée, à ce moment-là, on va avoir une hémiplégie totale. Elle n'est pas à prédominance facio-brachiale ici, hein? Elle est globale et proportionnelle. Quand on dit proportionnelle, c'est-à-dire le membre inférieur, le membre supérieur, les trois sont touchés de la même façon, globale et proportionnelle. Avec, si c'est l'hémisphère dominant qui est touché, on va avoir une aphasie. Si c'est l'autre hémisphère mineur qui est le siège de l'AVC, on va avoir une anosognosie ou une hémiasomatognosie. Donc, si c'est l'hémisphère majeur qui est touché, l'hémiplégie plus aphasie. Si c'est l'hémisphère mineur qui est touché, hémiplégie plus anosognosie ou hémiasomatognosie. Voilà donc pour les AVC dans le territoire sylvien. L'artère sylvienne, c'est généralement la plus touchée. Elle peut être touchée en totalité, ou bien sa branche superficielle, ou bien sa branche profonde. Voilà donc pour la sylvienne. L'autre, oui. Madame, est-ce que l'hémiplégie est toujours du côté contralatéral de la lésion? Toujours contralatéral, puisque l'atteinte ici, elle est au niveau cortical, haut. D'accord? Et la décussation, elle se fait au niveau bulbaire, n'est-ce pas? Donc, la symptomatologie, elle va être de l'autre côté. Oui, madame. D'accord. Je vais vous refaire tout ceci, tout ce qui est contralatéral, unilatéral, tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va refaire ça. Je vais, si j'ai le temps, si vous avez le temps, la semaine prochaine, on va faire 2 ou 3 TD. Madame? Oui. Madame, concernant l'aphasie, le ramollissement de la branche superficielle de la sylvienne, madame, c'est une aphasie de Broca ou bien un autre type? La branche superficielle? Oui. Ah oui, c'est toujours une aphasie de Broca. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les ramollissements dans la cérébrale antérieure. Dans la cérébrale antérieure. Alors, qui dit antérieure, ça veut dire que son territoire de vascularisation, c'est la partie antérieure du cerveau, donc le lobe frontal généralement. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Très simple, là, on va avoir une hémiplégie, bien sûr contralatérale à la lésion, mais ici qui prédomine au niveau du membre inférieur. Hein? Ici, c'est une hémiplégie. Le malade, il va avoir un déficit au niveau du membre supérieur, mais qui n'est pas très important. Il pourra bouger son membre supérieur. Par contre, le membre inférieur, il est complètement déficitaire, il ne pourra pas le bouger. Donc, hémiplégie, bien sûr, toujours avec hypertonie spastique, etc., puisque c'est le syndrome faisceau-pyramidal qui est touché. Et on va avoir un syndrome frontal. C'est le lobe frontal qui est touché. La cérébrale antérieure, elle vascularise surtout le lobe frontal. Donc, on va avoir une hémiplégie plus un syndrome frontal. Rappelez-vous le syndrome frontal? Grasping réflexe, trouble du comportement, euphorie, moria, indifférence, enfin, tout le syndrome frontal. D'accord? Voilà donc pour
l'infarctus dans la cérébrale antérieure. Maintenant, l'infarctus dans la choroïdienne antérieure. Rappelez-vous, c'est une branche terminale, une branche terminale de la carotide interne, la choroïdienne antérieure. La choroïdienne antérieure, elle est rarement touchée. Elle est rarement touchée par l'AVC. En tout cas, elle est rarement isolée. Généralement, elle accompagne d'autres artères. Elle est rarement touchée isolée. Si elle est touchée de façon isolée, qu'est-ce qu'on va avoir? Une hémiplégie totale, importante, c'est tout. Avec un léger trouble sensitif, mais pas d'aphasie, pas de trouble gnosique, rien du tout. Hémiplégie avec un léger déficit sensitif, c'est tout. Ça, c'est pour la choroïdienne antérieure. Et enfin, rappelez-vous, l'artère ophtalmique, je vous ai dit qu'elle était importante. C'est une branche, c'est pas une branche terminale, c'est une collatérale de l'artère carotide interne et qui va aller pour le globe oculaire. Donc, si elle est bouchée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce syndrome optico, c'est-à-dire optico-pyramidal, c'est-à-dire on va avoir une cécité d'un œil avec une hémiparésie une hémiplégie contralatérale. Donc, syndrome pyramidal d'un côté, cécité de l'autre côté. Cécité du côté de la lésion et syndrome pyramidal de l'autre côté, dû donc à la sténose de cette branche ophtalmique de la carotide interne. Voilà, le syndrome optico-pyramidal. On a terminé donc avec les AVC, les principaux AVC dans le territoire carotidien. Donc, dans l'artère sylvienne, dans l'artère cérébrale antérieure, dans la choroïdienne antérieure et dans l'artère ophtalmique. Maintenant, on va voir les AVC constitués dans le territoire vertébro-basilaire. Alors, les accidents vertébro-basilaires, alors, je vous ai dit que le système vertébro-basilaire vascularisait le tronc cérébral et le cervelet. Donc, des AVC du tronc cérébral. Le plus important, c'est l'AVC bulbaire, les AVC bulbaires. Et l'AVC bulbaire le plus important, c'est l'AVC de Wallenberg, le syndrome de Wallenberg. On l'a vu quand on a fait les syndromes topographiques. Le syndrome de Wallenberg, il est dû à quoi? Il est dû à l'artère latérale du bulbe qui va se boucher. Et donc, ça va nous donner un AVC, rappelez-vous, de la région latérale du bulbe. Donc, là, elle va se boucher. Et donc, ça va nous donner, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc là, je vous renvoie au syndrome topographique, au schéma que je vous ai montré. Donc, ça va nous donner une atteinte, rappelez-vous, des noyaux du 9 et du 10. Donc, on va avoir une paralysie labio-glossopharyngo-laryngée avec trouble de la déglutition et de la phonation, reflux par le nez, etc. D'accord? Donc, paralysie de l'hémivoile, l'hémipharynx, de l'hémilarynx, donc par atteinte des noyaux du 9 et du 10. On va avoir une atteinte du noyau sensitif du 5 et donc une hypoesthésie faciale. On va avoir, rappelez-vous, les petites formations qu'on a vues sur le schéma, formations végétatives. Donc, on va avoir un syndrome de Claude Bernard-Horner avec ptosis, myosis et ophtalmie. On va avoir un syndrome vestibulaire par atteinte du noyau vestibulaire et on va avoir un syndrome cérébelleux par atteinte de quoi? Du pédoncule cérébelleux inférieur qui relie le cervelet donc au bulbe. Donc, du côté de la lésion, atteinte du 9 et du 10 avec paralysie de l'hémivoile, l'hémipharynx, l'hémilarynx, atteinte du noyau du 5 facial, du 5 sensitif, hypoesthésie faciale, un syndrome de Claude Bernard-Horner, un syndrome vestibulaire, un syndrome cérébelleux, du côté de la lésion. Du côté opposé de la lésion, rappelez-vous, un syndrome spinothalamique, c'est-à-dire atteinte de la sensibilité superficielle. Voilà, le syndrome de Wallenberg qui est un AVC ischémique du bulbe par oblitération, c'est-à-dire par de l'artère de la fossette latérale du bulbe. Voilà.
Donc, tout ce qui se passe au niveau vertébro-basilaire, généralement, l'installation, elle est brutale et vraiment spectaculaire. C'est-à-dire, le malade, il va avoir de grands vertiges, des céphalées, des vomissements très importants, puis installation de tous ces signes. Voilà. Voilà donc pour l'AVC bulbaire. Toujours dans le système vertébro-basilaire, les AVC protubérantiels. L'AVC protubérantiel, rappelez-vous tout à l'heure que quand j'ai parlé de l'AIT dans les territoires vertébro-basilaires, j'ai parlé de la drop attack. La drop attack. La drop attack, justement, elle est due au gros tronc basilaire qui se bouche. Alors, si se bouche et se débouche tout de suite, c'est un AIT du tronc basilaire et on va avoir une drop attack. Mais s'il se bouche et reste bouché, eh bien, on va voir ce fameux syndrome qu'on appelle le looked-in syndrome. Le looked-in syndrome. Le looked-in syndrome, le gros tronc basilaire, depuis tout à l'heure, je répète, gros tronc basilaire. Donc, le territoire, il est très important. On va avoir des signes très importants. Regardez ce qu'on peut avoir. On va avoir, donc c'est la protubérance. Madame, oui? Madame, Oui. j'ai pas compris le drop attack. Alors, la drop attack, c'est quoi la drop attack? On l'a vu tout à l'heure dans l'AIT, dans le système vertébro-basilaire. La drop attack, c'est le tronc basilaire qui se bouche et qui se débouche tout de suite. Donc, il se bouche, le malade, il tombe, tout d'un coup, il tombe. Il devient paralysé de partout, il tombe. Ça dure quelques secondes et puis il se relève. Pourquoi? Parce que c'est le tronc basilaire qui s'est bouché, il s'est débouché tout de suite. Donc, ça a donné cette drop attack. Mais si le tronc basilaire se bouche et reste bouché, là, ça va donner un accident constitué. Et donc, c'est ce qu'on appelle le looked-in syndrome. D'accord? Le looked-in syndrome, de quoi il est constitué? Il est constitué d'une paralysie complète des 4 membres, tétraplégie flasque. Tétraplégie flasque. Avec une diplégie facio, c'est-à-dire il va faire une paralysie faciale des deux côtés du visage. Hein? Diplégie faciale, pharyngo-glosso-masticatrice, c'est-à-dire il a une paralysie de tous les muscles du visage, de la phonation, de la déglutition, de la mastication, tout est paralysé. Il fait un mutisme, c'est-à-dire il ne parle pas du tout, ne parle pas, d'accord? Mutisme. Il fait une paralysie de l'horizontalité du regard. C'est-à-dire, si vous lui dites de regarder à droite ou à gauche, il ne peut pas. D'accord? Les seuls mouvements possibles sont l'élévation des paupières et la verticalité du regard. C'est tout. Donc, c'est des malades qui ne parlent pas, qui sont paralysés complètement, les 4 membres. La face. Ils ne peuvent pas avaler, ils ne peuvent pas mastiquer, aucun mouvement possible. Ils ne peuvent pas regarder à droite, à gauche. Les seuls mouvements qu'ils peuvent faire, c'est relever les paupières et regarder en haut et en bas. C'est tout. Mais c'est des malades qui restent conscients. Ils peuvent communiquer avec ces mouvements-là. Le fait de regarder en haut, en bas, de fermer ou ouvrir les paupières. Ces 2 mouvements, ils peuvent communiquer avec ces mots. C'est tout. Et grâce à ces mouvements, justement, il y a un homme qui a fait un looked-in syndrome. Il est resté longtemps, bien sûr, paralysé. Et avec ces mouvements, il a pu écrire un livre avec sa secrétaire. Grâce seulement à ces mouvements. Donc, ça a pris longtemps, mais grâce à ces mouvements, il a pu écrire un livre. C'est-à-dire, à chaque fois, lui dit, qu'est-ce que je vais mettre comme lettre? Est-ce que je vais mettre cette lettre? Donc, s'il regarde en haut ou en bas, ça veut dire oui ou non, et elle écrit cette lettre. Encore. Ils ont réussi à écrire un livre grâce seulement à ces 2 moments. C'est pour vous dire que c'est des malades qui restent conscients, qui ne perdent pas, c'est-à-dire n'ont pas de problèmes psychiatriques, de mémoire, etc., mais qui sont complètement paralysés de partout. D'ailleurs, c'est des malades sonde gastrique, sonde urinaire, etc., etc. D'accord? Voilà pour le looked-in syndrome qui est une thrombose du tronc basilaire. Bon.
Un autre AVC protubérantiel, on l'a vu quand on a fait les accidents vasculaires, quand on a fait les syndromes topographiques, c'est le syndrome de Miller-Gebler qui est dû à une oblitération d'une artère qui va pour le nerf facial, et donc on va avoir une paralysie faciale d'un côté et une hémiplégie contralatérale. Ça, on l'a vu quand on a fait les syndromes topographiques. Le plus important, c'est le locked-in syndrome, qui est un syndrome protubérantiel. D'accord? Donc, vous savez, le thrombe basilaire, c'est lui qui vascularise la protubérance, et donc on va avoir tous ces symptômes-là. Maintenant, on a vu un syndrome bulbaire, un syndrome protubérantiel, maintenant les syndromes pédonculaires, par atteinte des pédoncules cérébraux. Donc, on a le plus fréquent, c'est le syndrome de Parinot. Le syndrome de Parinot, c'est quoi? C'est une paralysie de la verticalité et de la convergence. Maintenant, le malade, il peut regarder à droite et à gauche dans le Parinot, mais il ne regarde pas en haut, en bas, il ne peut pas faire la convergence. C'est-à-dire, il ne peut pas regarder la convergence. Comment vous la cherchez? Vous dites au malade de regarder votre doigt et vous rapprochez votre doigt vers ses yeux, il va faire une convergence des yeux. Donc là, chez le malade qui fait un Parinot, il ne peut pas regarder en haut, en bas, il ne peut pas faire la convergence. Voilà. Vous avez, avec des troubles de la vigilance, c'est-à-dire il n'est pas comateux, mais il est un peu obnubilé. Donc, si vous avez un malade qui ne peut pas regarder en haut, en bas, qui ne fait pas la vigilance, qui ne fait pas la convergence, ça, c'est un syndrome pédonculaire. C'est le syndrome de Parinot. Un autre syndrome pédonculaire, c'est le Weber. On l'a vu quand on a fait les syndromes topographiques. Là, c'est un AVC dans le territoire de la troisième paire crânienne, du nerf moteur oculaire commun. Et donc, on va avoir une paralysie du 3 d'un côté et une hémiplégie de l'autre côté. Voilà pour les syndromes pédonculaires. On peut avoir un AVC dans le territoire de la cérébrale postérieure et la cérébrale postérieure. Et à ce moment-là, on va avoir des troubles, un HLH, donc hémianopsie latérale homonyme, trouble du champ visuel, une cécité corticale, donc des troubles du champ visuel avec une cécité, mais conservation du réflexe photomoteur, c'est-à-dire la pupille, elle pourra se dilater, se rétrécir. Pourquoi? Parce que le réflexe photomoteur, le réflexe de la pupille, il dépend de la troisième paire crânienne et non Professeur, on vous entend plus. Madame, Oui. on vous entend plus. Vous êtes toujours là ou ça va? Madame, on n'a pas entendu la dernière partie. Oh, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Madame, on n'a pas entendu le réflexe photomoteur. Le ramollissement du territoire de l'artère, Ah, madame. d'accord. Seulement ça. Vous n'avez pas entendu seulement ça? Oui, Oui, madame. oui, madame. D'accord. Alors, je répète. Ça, c'est le ramollissement dans le territoire de la cérébrale postérieure. Et la cérébrale postérieure, elle vascularise une partie, si vous voulez, du lobe occipital. Donc, si on a un AVC dans ce territoire, on va avoir surtout des signes ophtalmologiques, c'est-à-dire des signes de vision, quoi. Donc, des troubles du champ visuel, une HLH et une cécité corticale, c'est-à-dire le malade ne voit pas, bien sûr, c'est pas d'origine ophtalmologique, c'est d'origine corticale. Donc, HLH, cécité corticale, mais la cécité corticale avec le réflexe photomoteur, il est présent. Pourquoi? Parce que le réflexe photomoteur, il ne dépend pas du cortex, il dépend du nerf, le nerf moteur oculaire commun. Donc, même si le malade ne voit pas, sa pupille continuera à
bouger, à se dilater et à se rétrécir. D'accord? Donc, parce que vous pouvez avoir, c'est-à-dire là, si vous avez le réflexe photomoteur qui est présent avec cécité, ça veut dire qu'on a une cécité par atteinte du lobe occipital, pas par atteinte des nerfs. D'accord? Madame, est-ce que je peux Madame? poser une question? Oui. Madame, dans l'occlusion de l'artère ophtalmique, est-ce qu'on a un syndrome alterne? Uh-huh. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un syndrome alterne? Justement, c'est un syndrome alterne. Le syndrome Oui. alterne, c'est quoi? C'est quand vous avez d'un côté une hémiplégie. chose et de l'autre côté autre chose. Oui, Voilà. oui. Donc, ça, c'est un Madame- syndrome alterne. D'accord? Oui. D'accord. Madame, la phase Oui. de Broca, c'est quoi? Bon, l'aphasie de Broca et de Wernicke. L'aphasie de Broca, c'est une aphasie qui n'est pas fluente, c'est-à-dire le malade il peut parler, mais il ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire c'est rare, le langage est rare. L'aphasie de Wernicke, c'est un langage fluent, très fluent. Le malade il parle, mais on ne comprend rien du tout. D'accord? Mais dans les deux cas, même dans l'aphasie on dit l'aphasie motrice de Broca, l'aphasie sensitive de Wernicke, alors déjà il y a l'affluence. Donc dans le Broca, le malade il parle pratiquement pas, il parle très peu. Dans le Wernicke, il parle beaucoup. Mais dans les deux cas, on ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est des malades. Dans l'aphasie, c'est des malades qui des fois ont un manque de mots. C'est-à-dire, ils veulent vous dire stylo, ça part. Ils peuvent pas. Ils vous disent, ils peuvent pas le citer. Ou bien, ils vont utiliser des périphrases, c'est-à-dire, ils vont vous dire, pour dire stylo, ils vont vous dire le chose avec lequel on écrit. D'accord? Donc, ou parfois, il pense au stylo, il vous dit cuillère, alors que lui, il pense au stylo. Donc, un mot à la place de l'autre. Et donc, à force de faire ceci, un mot à la place de l'autre, manque de mots, des périphrases, des paraphasies, etc., on comprend finalement rien du tout. D'accord? D'accord, Donc, c'est madame, ça merci. l'aphasie. Mais la Oui. différence entre les deux, c'est que l'aphasie de motrice de Broca, elle n'est pas fluente. Le malade, soit il ne parle pas du tout, il parle très peu. D'accord? D'accord. Merci, madame. Voilà. Madame, Très. Oui. Madame, concernant la paralysie de la verticalité et de la convergence du regard, Madame, est-ce qu'elle a une atteinte du nerf oculomoteur ou bien non? Ah non, ça on n'est pas dans les oculomoteurs, on est dans le tissu humain pédonculaire. D'accord? C'est Oui, une madame. ischémie du pédonculaire, dans le tissu pédonculaire. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Madame, Oui. madame, dans la prise en charge des AIT, madame, on a dit qu'on donne les anticoagulants. Madame, on donne la dose de charge? Ah oui, si c'est un trouble du rythme, vous donnez en fonction du poids. D'accord. D'accord? Vous n'allez pas donner à titre préventif. C'est pas un malade, par exemple, qui n'a rien. Il est en décubitus, il risque d'avoir thrombophlébite. Allez, je lui donne des doses préventives. Non. Ici, D'accord. il a un trouble du rythme. Il va nous faire des emboles. Il faut lui donner en fonction de son poids. D'accord. D'accord? Merci, madame. Oui, merci, Je madame. vous en prie. Donc, si quelqu'un vous fait un accident ischémique, qu'est-ce que vous allez demander pour confirmer cet accident ischémique? Donc, on va demander un scanner, surtout le scanner. Et le scanner, il va vous montrer une hypodensité, c'est-à-dire, normalement, nous, le parenchyme, on va le voir en gris. Si on a une tache noirâtre, on dit hypodensité. Si on a une tache blanche, on dit hyperdensité ou opacité. Si c'est une hypodensité, c'est ischémique. Si c'est hyperdensité, c'est hémorragique. D'accord? Et donc, parfois, quand on a une ischémie, ça veut dire qu'on a une lésion. Donc, s'il y a une lésion, toujours quand on a une lésion au niveau de notre corps, il y a une réaction inflammatoire qui se forme autour de cette lésion. Et donc, œdème cérébral. Et vous savez que quand on a un AVC, c'est pas l'AVC qui va tuer le malade. C'est l'œdème cérébral. Surtout si c'est un AVC important. L'AVC, qu'est-ce qu'il va nous donner? L'ischémie, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va nous donner des troubles neurologiques, hémiplégie, aphasie, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout.
tandis que c'est l'œdème. S'il y a un important AVC, on va avoir un important œdème. Et l'œdème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'effet de masse. Vous savez que la tête, elle est inextensible. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a quelque chose qui se forme à l'intérieur en plus, ça va donner une hyperpression, une HIC. Et donc, ça risque de donner l'engagement, c'est-à-dire le tronc cérébral qui va passer dans le trou occipital et donc, il va être comprimé et c'est la mort. D'accord? Donc, c'est ça, il faut surtout, en cas d'AVC, lutter contre l'œdème. C'est l'œdème qui peut tuer le malade, ce n'est pas l'AVC lui-même. L'AVC ne donne que des troubles neurologiques. Donc là, on peut avoir l'hypodensité avec de l'œdème tout autour et l'effet de masse. Si c'est un petit AVC, généralement, il n'y a pas d'œdème. Le malade, il est bien. D'ailleurs, comment vous savez qu'il a un œdème? Quand il a un œdème, le malade, soit il est obnubilé, soit il est comateux. Si le malade est vigilant, il est très bien, il a fait un AVC, il est hémiplégique et tout, mais il est bien vigilant et tout, généralement, il n'a pas d'œdème. Voilà. Alors, je vais vous montrer voilà, des images de scanner. Normalement, scanner normal, voilà comment il est. Il est gris, avec les ventricules latéraux ici, qui contiennent le LCR, d'accord? Alors, regardez ici, un petit AVC ischémique, voilà. Hein? Un petit AVC ischémique, là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'œdème tout autour, d'accord? Là, le malade, généralement, c'est un petit œdème, c'est un petit AVC ischémique, puisque c'est noirâtre, regardez, une tache noire à l'intérieur du cerveau. Donc là, le malade ne va pas avoir de troubles de conscience, etc. Regardez un AVC ischémique encore plus important, hein, pariétal, encore plus important, avec, on devine ici l'œdème qui est ce blanc-là tout autour, tout ce blanc-là autour, ça c'est l'œdème, d'accord? Et là, regardez tout ça, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un AVC sylvien étendu. Regardez, il est très grand cet AVC ischémique. Hein? Il a touché les deux branches de la sylvienne. D'ailleurs, ça, c'est incompatible avec la vie. D'accord? Il est tellement important, c'est incompatible avec la vie. Regardez, il a carrément poussé, hein, comme ici d'ailleurs, il a poussé carrément des structures médianes de ce côté-là, ce qu'on appelle l'effet de masse. D'accord? Donc, quand on a un effet de masse, quand on a de l'œdème, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si, regardez, ça c'est des ventricules avec le LCR. Regardez de ce côté-là, on ne voit pas cette corne postérieure du ventricule latéral, on ne la voit pas, elle est effacée. Elle est effacée par l'œdème, elle est cachée par l'œdème. Même ici, regardez, on ne voit que ce bout-là, donc parce que c'est caché par l'œdème. Et avec l'effet de masse, c'est-à-dire l'œdème qui pousse les structures médianes de l'autre côté. Et donc, tout ça, c'est un AVC donc ischémique étendu. Alors. Madame? Oui? Madame, concernant le deuxième scanner, la deuxième photo. Madame, l'AVC, madame, il est à quel niveau, madame? Au niveau de la capsule interne? Là, c'est la capsule interne, voilà, la capsule interne. Alors là, vous avez, regardez ici, les noyaux gris de la base. Enfin, là, c'est le noyau codé, c'est un tout petit noyau là, qui est contre la corne antérieure des ventricules latéraux, le noyau codé. Ici, regardez ce triangle-là, c'est le noyau lenticulaire, le striatum. Ici, vous avez le thalamus, d'accord? Et donc, entre le thalamus et le noyau lenticulaire, le striatum, vous avez un couloir comme ça, on en a parlé la dernière fois, un couloir comme ça qu'on appelle la capsule interne. La capsule interne, et c'est par là où passe le faisceau pyramidal. D'accord? Le faisceau pyramidal. Les fibres du faisceau pyramidal se détachent donc du lobe frontal ici
et elles vont se réunir pour former le faisceau pyramidal qui va passer comme ça dans la capsule interne. Et donc, si on a un AVC là, vous allez avoir une hémiplégie, un syndrome pyramidal de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est un AVC pariétal, un peu qui empiète sur le lobe frontal, disons fronto-pariétal. Alors là, ici, c'est un AVC fronto-pariéto-occipital. Il est très étendu. D'accord? D'accord, madame. Merci. Je vous en prie. Donc, on passe à la prise en charge de l'infarctus cérébral. L'AVC, comment vous êtes devant un AVC, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant un AVC, en fait, on ne peut rien faire. Il faut juste le nursing, faire le nursing, c'est-à-dire voir les paramètres hémodynamiques et les traiter, éviter les escarres, éviter les infections, s'il a des problèmes respiratoires, oxygénothérapie, etc., etc. C'est ça ce qui permet de... qu'est-ce qui peut tuer le malade? Ce n'est pas l'AVC lui-même, c'est soit les complications du décubitus, soit l'œdème cérébral. Donc, il faut traiter ces deux choses-là, c'est tout. Donc, les mesures générales, les paramètres hémodynamiques, attention à la tension artérielle, justement. Alors, devant un AVC ischémique, quelqu'un qui fait un AVC ischémique, vous prenez la tension, vous allez la trouver très élevée. Ça ne veut pas dire qu'il est hypertendu, forcément hypertendu. D'accord? Généralement, les personnes qui font un AVC, ils font des hypertensions réactionnelles. C'est normal. Quelqu'un, il est là, tout d'un coup, il est hémiplégique. Donc, il stresse et hop, la tension, elle s'élève. Elle peut même parfois atteindre, je ne sais pas moi, 18, 10, etc. Attention, il ne faut pas la faire baisser. Pourquoi? Parce que si vous la faites baisser, déjà, le malade, c'est-à-dire il y a une mauvaise circulation de sang, n'est pas arrivé au niveau cérébral. Donc, il a fait un AVC ischémique. Si vous la faites baisser, si vous lui donnez des médicaments, alors qu'il n'est pas hypertendu, la tension risque de chuter et donc vous allez créer une hypoperfusion, le sang ne va pas monter au niveau cérébral et donc vous allez créer un autre AVC ischémique. D'accord? Donc, ne pas traiter, sauf si vous avez une tension très, très élevée. Par exemple, 24, 12, 24, à partir de 24, 12, etc. Là, bien sûr, il faut la faire baisser parce qu'il risque de faire une hémorragie. D'accord? Mais si c'est une hypertension jusqu'à 18, 10, etc., là, laissez-la tranquille. Il faut juste surveiller le malade et c'est tout. Surtout s'il n'est pas hypertendu. D'accord? Donc, c'est une hypertension réactionnelle, c'est tout. Elle va descendre d'elle-même. Voilà. Donc, il faut surveiller, bien sûr, la tension. Voir la respiration, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui respire bien, eh ben, il faut le laisser tranquille. S'il ne respire pas bien, oxygénothérapie, éventuellement même intubation s'il est comateux, etc. Donc, s'il ne respire pas bien, oxygénothérapie ou carrément intubation, trachéotomie, etc. Donc, il faut traiter les infections. Attention aux infections. Des fois, c'est ça qui tue le malade. Des infections pulmonaires, urinaires, s'il y a une fièvre, il faut traiter des infections. Attention. Aussi, il faut voir s'il peut avaler. S'il ne peut pas avaler, attention, il faut mettre une sonde gastrique. Parce que s'il ne peut pas avaler, il risque de faire des reflux. Et donc, il risque de faire des fausses routes, etc. Il risque de passer à cause de ça. Donc, sonde gastrique. S'il ne peut pas avaler, sonde gastrique. Sinon, laissez-le tranquille. Donc, il vaut mieux ne pas mettre des sondes. Parce qu'à force de mettre des sondes, il y a risque aussi de développer des infections. Mais s'il ne peut pas avaler, il faut une sonde gastrique. Attention, il faut corriger les troubles hydroélectrolytiques et la déshydratation. C'est des malades qui généralement ne vont pas bien manger, ne vont pas surtout beaucoup boire, et donc ils risquent la déshydratation et les troubles hydroélectrolytiques. D'accord? Imaginez qu'ils vous fassent une hyper- ou hypokaliémie, une hyperhyponatrémie, ils vont mourir. Donc attention, réhydrater et correction des troubles hydroélectrolytiques. C'est des malades qui vont garder le lit pendant longtemps, donc
et par une thérapie préventive. Préventive. S'ils n'ont pas un problème, une cardiopathie emboligène, donc là, on donne des anticoagulants à titre préventif. D'accord? Donc, il faut surveiller le cœur, monitoring cardiaque, pour voir s'ils ne font pas un trouble du rythme. S'ils font un trouble du rythme, ils risquent de refaire des AVC ischémiques. D'accord? Monitoring cardiaque. Et il faut commencer une kinésithérapie. C'est des malades qui sont hémiplégiques ou bien hémiparétiques. C'est des malades qui font des aphasies, donc l'orthophonie. Attention au nursing, attention aux escarres. D'accord? Il faut bouger le malade plusieurs fois dans la journée, etc., pour éviter les escarres. D'accord? Et il faut prévenir un éventuel ulcère de stress. Vous savez que c'est des malades, généralement, qui stressent et qui risquent de vous faire un ulcère tout de suite. Donc là, il faut leur mettre un traitement préventif d'un ulcère de stress. Voilà. Donc voilà toutes les mesures. En fait, c'est le nursing, hein, pour que le malade s'en sorte. Et bien sûr, s'il fait un œdème cérébral, alors déjà vous le voyez à la clinique, hein, c'est des malades qui vous font une obnubilation ou bien un état comateux, il faut leur donner du mannitol. Le mannitol, surtout, alors le mannitol est contre-indiqué s'il y a une insuffisance rénale, mais si le bilan rénal est normal, du mannitol en perfusion ou bien du glycérol par voie orale. Nous, en Algérie, on utilise surtout le mannitol pendant 2 jours. Il faut arrêter parce qu'il y a parfois, quand on donne le mannitol pendant longtemps, quand on l'arrête, il y a risque de rebond de l'œdème. Donc, on le donne seulement pendant 48 heures. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des mesures générales, si vous voulez, de l'infarctus cérébral. Alors, pour le traitement, pour éviter un autre, si vous voulez, AVC, qu'est-ce qu'on fait? On fait le traitement de la thrombose elle-même. Alors, le malade, il faut lui donner de l'aspirine. Quand le malade a fait un AVC récent, ischémique récent, on donne carrément 300 mg par jour pendant 1 semaine. On donne 300 mg par jour d'aspirine. Après, on revient à la dose de 100 mg par jour. S'il fait un trouble du rythme, là, il faut carrément des anticoagulants. Mais le problème avec les malades-là, quand on donne un anticoagulant chez quelqu'un qui a fait une ischémie récente, hein, eh bien, cette zone ischémie, elle peut être le siège d'une hémorragie. L'anticoagulant, il peut donner une transformation hémorragique de l'ischémie. Donc, on va avoir un AVC hémorragique à l'intérieur de l'ischémie, on va aggraver le cas du malade. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. C'est-à-dire, bon, il faut donner, pas vraiment en fonction du poids, pas à titre préventif, pas des petites doses, mais pas aussi de grandes doses. Ne pas dépasser 5000 unités 2 fois par jour. Au début, hein, c'est-à-dire, quand on passe, si vous voulez, les 3 premiers jours, à ce moment-là, on pourra donner en fonction du poids. Voilà. Les premiers jours, il faut éviter de donner une dose en fonction du poids pour éviter la transformation hémorragique de l'ischémie. Parfois, certains médecins, qu'est-ce qu'ils font? Pour éviter, pour donner une bonne dose, donc éviter un autre AVC, et éviter les effets, la transformation hémorragique des anticoagulants, ils donnent de l'héparine et de l'aspirine en même temps et à petite dose. Voilà, ça donne de bons résultats, ça permet d'éviter les effets secondaires de l'anticoagulant et d'éviter un autre AVC. Voilà. En fait, le vrai traitement, si vous voulez, de l'AVC ischémique, pour éviter que le malade ne garde de séquelles, c'est la thrombolyse. La thrombolyse, c'est quoi la thrombolyse? C'est l'injection d'un produit, l'actylyse ou le RTPA, qui est un thrombolytique, donc il va enlever, si vous voulez, va désagréger le thrombus et donc libérer la circulation. Si on le fait avant les 3 premières heures, maintenant on dit même avant les 4 premières heures, d'accord? Dès que le malade a installé son AVC, si on fait la thrombolyse dans les 4 premières heures, le malade, il pourra récupérer sans séquelles. Il n'aura aucune séquelle.
pourra rentrer chez lui sans aucune séquelle. Donc, la thrombolyse, c'est l'injection par voie IV d'un produit qu'on appelle l'actylyse ou l'RTPA, qui est un thrombolytique, et donc ça va détruire, si vous voulez, ce thrombus, et donc le malade, il va récupérer totalement. Voilà. Voilà pour ce qui est des AVC ischémiques. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est bon, je continue? Oui, madame. D'accord. Alors maintenant, on passe aux AVC hémorragiques. Hémorragiques. Donc là, l'AVC hémorragique, c'est quoi? C'est une collection de sang à l'intérieur du parenchyme cérébral. Donc, c'est du sang, c'est une artère qui va éclater et donc le sang, il va, c'est-à-dire il va se former progressivement, il va former une collection, c'est-à-dire un hématome à l'intérieur du parenchyme. Et généralement, c'est secondaire ça va donner, si l'hématome se forme à l'intérieur du cerveau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une hyperpression, une HIC avec risque d'engagement et donc le pronostic vital est mis en jeu. D'accord? Donc, cette collection, c'est comme collection de sang, si vous voulez, cet hématome-là, ça va donner, bien sûr, une hyperpression. Le crâne n'est pas extensible, donc ça va créer une hyperpression. Hein? Donc, HIC, risque d'engagement et de décès. Voilà. Alors, quelles sont les causes des AVC hémorragiques? Ça peut être l'HTA, bien sûr, la première cause, c'est l'HTA. Ça peut être aussi les malformations vasculaires cérébrales. Les malformations vasculaires cérébrales, l'angiome, l'anévrisme. Donc, c'est des vaisseaux qui sont mal formés. Donc, au niveau du vaisseau, on va avoir comme une espèce de sacule comme ça, un petit sac comme ça. Et vous savez que la paroi de ces vaisseaux mal formés, la paroi de ces malformations vasculaires, elle est fragile. C'est pas comme la paroi d'un vaisseau normal. Et donc, à l'occasion de n'importe quoi, un stress, un truc émotionnel, une fatigue, un petit pic hypertensif, etc., cette paroi, elle va éclater, cet anévrisme, il va se rompre, et donc on va avoir un AVC hémorragique. Même si on n'est pas hypertendu, même si rien du tout. D'accord? Donc là, les ruptures des malformations vasculaires cérébrales. Les malformations vasculaires, c'est congénital, on est avec ça. Donc, et ça peut éclater à n'importe quel moment. Donc, l'HTA, les malformations vasculaires, l'éthylisme, c'est-à-dire l'alcoolisme. L'alcoolisme, qu'est-ce qu'il fait? L'alcool, il fragilise les artères. Donc, il les rend fragiles. Soit elles vont être le siège de lésions et donc de point de départ d'une plaque d'athérome et donc d'une thrombose et donc d'un AVC ischémique, soit il va les fragiliser à l'occasion de petits pics hypertensifs, elles vont éclater et donner un AVC hémorragique. Dans tous les cas, l'alcool donne des AVC, qu'ils soient hémorragiques ou ischémiques. Les ramollissements hémorragiques, c'est quoi ça? Vous les avez vu tout à l'heure. Ramollissement, c'est ischémie hémorragique. C'est-à-dire, c'est quand vous avez une ischémie et qu'elle se transforme en une hémorragie, par exemple, à l'occasion de la prise d'anticoagulants. Quelqu'un a fait un AVC ischémique, vous lui donnez des anticoagulants, il peut vous faire une hémorragie, ce qu'on appelle les transformations hémorragiques. Les troubles de la crasse sanguine. Maintenant, on est devant les maladies hématologiques qui fluidifient, qui diminuent la coagulation de sang. Et donc, ça risque de donner une hémorragie. Le purpura, les plaquettes qui sont basses, la thrombopénie, hein, les leucémies, les leucoses, la cirrhose du foie. C'est au niveau du foie que se font les éléments pour la coagulation de sang. Donc, s'il y a une cirrhose, le foie ne fonctionne pas bien, ces éléments-là ne vont pas se former et donc diminution de la coagulation sanguine et donc risque d'hémorragie. Donc voilà les maladies hématologiques, donc c'est contrairement à tout à l'heure, qui diminuent la coagulation sanguine et risquent de donner des hémorragies cérébrales. Les traitements anticoagulants au long cours. Vous savez que quand quelqu'un fait un problème cardiaque,
un infarctus, des troubles du rythme, une cardiopathie emboligène, on lui donne un anticoagulant. Mais on doit le suivre. On doit suivre, on doit lui faire un TP et l'INR tout le temps, c'est-à-dire régulièrement. Parce qu'ils peuvent faire soit une hypercoagulation ou bien une hypocoagulation. Ils peuvent nous faire des ischémies, ils peuvent nous faire des hémorragies. D'accord? Donc là, les malades qui sont sous anticoagulants, il faut toujours les contrôler par le TP et l'INR pour éviter qu'ils nous fassent justement des hémorragies et entre autres une hémorragie cérébrale. Donc, la maladie d'Osler par rupture d'anévrisme. C'est quoi la maladie d'Osler? C'est la même chose, enfin, c'est des anévrismes. C'est une maladie congénitale où le malade, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de malformations vasculaires au niveau de ses artères, un peu partout, mais et aussi au niveau cérébral. Et donc, c'est plein d'anévrismes au niveau de ces artères qui peuvent bien sûr éclater et nous donner un AVC hémorragique. Donc, la maladie d'Osler. Parfois, il nous est arrivé parfois d'avoir des gens qui font des hémorragies et on ne trouve rien du tout. On a beau chercher une étiologie, on ne trouve rien du tout. Ça peut se voir. D'accord? Donc, voilà les causes des AVC hémorragiques. D'accord? Alors, la physiopathologie de l'hémorragie. L'hémorragie, donc, elle est due à la rupture des vaisseaux, des petites artérioles, généralement secondaires à de l'HTA. L'HTA, quand quelqu'un fait de l'HTA et qu'il n'est pas traité, d'accord, il ne sait pas qu'il a de l'HTA, ou bien qu'il a de l'HTA, il ne veut pas prendre le traitement, etc. L'hypertension artérielle, elle va léser les artères. Elle va léser les artères et donc, elle va les rendre fragiles et elle risque, ces artères-là, à l'occasion d'un pic hypertensif, eh ben, elles vont éclater. D'accord? Et donc, si ça éclate, ça va donner, comme je vous ai dit, un processus expansif, ça, un hématome, qui est considéré comme un processus expansif, qui va donner une HIC et donc risque d'engagement et de décès. Alors, la topographie la plus fréquente, c'est ici, au niveau des noyaux gris et au niveau capsulaire, de la capsule. Alors, vous regardez, ici, on a le noyau codé, le thalamus, le striatum, l'avant-mur. Tout ça, c'est des noyaux gris faisant partie du système extrapyramidal. Entre le noyau codé thalamus, vous avez la capsule interne paropace, donc notre fameux faisceau pyramidal. Vous avez ici la capsule externe et ici la capsule extrême. Et là, généralement, nos AVC se font au niveau de la substance blanche, au niveau capsulaire, au niveau des noyaux, mais parfois aussi au niveau cérébelleux, au niveau du tronc cérébral, bien sûr. On peut avoir aussi des AVC hémorragiques au niveau du cervelet, du tronc cérébral, etc. Mais là, les endroits de prédilection des AVC hémorragiques, c'est surtout les noyaux gris et la capsule. Alors, donc, un hématome capsulo-lenticulaire. Lenticulaire, ça veut dire les noyaux, c'est-à-dire au niveau de la capsule ou au niveau des noyaux, capsulo-lenticulaire. Le début d'un AVC hémorragique, il est brutal, il est toujours brutal. Hein, par rapport à l'AVC ischémique. Les gens qui font un AVC ischémique, généralement, la plupart du temps, ça se fait la nuit. Alors, en parlant de nuit, je vais vous donner un conseil. Hein? Pourquoi les AVC se font surtout la nuit? Quand on faisait des gardes au service de neurologie, la plupart des AVC, on nous les ramenait la nuit ou bien au petit matin. D'accord? Pourquoi? Parce que toute la nuit, on dort, on ne bouge pas, et donc notre sang, on risque d'avoir une coagulation de sang parce qu'on ne bouge pas, et on ne boit pas, on ne prend pas d'eau toute la nuit. Imaginez par exemple 7 à 8 heures, on est endormi, on ne bouge pas, on ne prend pas d'eau, donc notre sang, il ne bouge pas beaucoup aussi, il y a risque de formation d'embole et donc d'AVC. C'est pour ça que la nuit, il faut essayer de vous réveiller
au moins réveillez-vous au Fajr, hein, et prenez de l'eau, bougez, marchez un petit peu et prenez de l'eau. Hein. Voilà, ça permet de fluidifier le sang, de faire circuler le sang quand on bouge, bien sûr, le sang bouge aussi, bien sûr, et quand on prend de l'eau, ça le fluidifie, et donc il y a moins de risque de faire des AVC ischémiques. Voilà, on a remarqué dans le monde entier, et ça a fait des thèmes d'études très importants partout dans le monde, ils ont tous remarqué que la plupart des AVC ischémiques se faisaient la nuit. Donc voilà le conseil que je vous donne. Donc, pour les AVC ischémiques, généralement, le malade, il se réveille le matin, il est hémiplégique, il veut bouger, il est hémiplégique et c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas des signes qui précèdent ce problème. Tandis que attendez, je branche mon micro. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Oui, tandis que pour l'AVC hémorragique, il est toujours précédé, avant l'installation, si vous voulez, de déficit, etc. Le malade va avoir des céphalées très violentes, avec parfois des vomissements, des vertiges, etc., qui précèdent l'AVC hémorragique, surtout des céphalées. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des troubles de conscience. Généralement, l'hémorragie, elle s'accompagne de troubles de conscience qui peut aller de la simple obnubulation jusqu'au coma profond. On va avoir bien sûr un déficit, un syndrome pyramidal latéralisé, et parfois on va avoir une raideur de la nuque, parce que parfois le sang, il peut passer dans les méninges et donner une hémorragie méningée, donc on va avoir une raideur de la nuque. D'accord? Donc ça, c'est le tableau le plus fréquent. Donc le malade, il va avoir céphalée, vertige, vomissement, etc. Après installation de troubles de la conscience avec un syndrome pyramidal et éventuellement raideur de la nuque. Alors, bien sûr, il faut chercher une cause. Donc, généralement, c'est l'HTA. Il faut chercher aussi toutes les autres causes, comme pour les AVC ischémiques. Donc, des troubles de la crasse sanguine, bien sûr, les maladies hématologiques, l'HTA, et même, il faut rechercher une malformation vasculaire. D'accord? Faire une angio-IRM ou un angio-scanner à la recherche de malformation vasculaire. Les examens complémentaires, ici, on va trouver plutôt une opacité, c'est-à-dire une hyperdensité, quelque chose de blanc. D'accord? Alors, on revoit un peu nos images de tout à l'heure. Voilà. Regardez ici, hein, l'AVC hémorragique. Et il est où? Il est capsulo-lenticulaire. Il est dans les noyaux gris centraux et la capsule interne. D'accord? Ça, c'est le classique, la classique hémorragie cérébrale, AVC hémorragique. Alors, je voulais vous montrer aussi, regardez ici, c'est un AVC hémorragique, hein, et regardez, on a du sang à l'intérieur des ventricules. Parfois, l'AVC hémorragique, il se déverse dans les ventricules. On parle d'AVC hémorragique avec inondation ventriculaire. Parfois, on a regardé ici un AVC hémorragique, mais dans les méninges. Regardez les méninges autour du cerveau, tout est blanc, hein, les méninges, tout est blanc parce que ça contient du sang. Et même ici, hein, regardez, ça c'est une hémorragie méningée. Et ici, regardez bien, c'est la totale. Vous avez l'hématome avec inondation ventriculaire, le sang à l'intérieur, et même une hémorragie méningée. D'accord? Donc, on peut avoir toutes les possibilités. Soit un hématome uniquement, soit avec inondation ventriculaire, soit simplement une hémorragie méningée, soit carrément la totale. Voilà.
Donc, on va avoir cette opacité et voir s'il y a, on peut avoir, je vous ai dit, bien sûr un œdème, inondation, hémorragie méningée, etc. Parfois, alors, quand on suspecte, surtout chez le sujet jeune, s'il n'a pas d'HTA, il n'a pas des maladies hématologiques, etc., il faut chercher une malformation vasculaire. Et à ce moment-là, on attend d'abord, on ne fait pas un angioscanner ou angio-IRM tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui va masquer la malformation. La malformation, elle a éclaté, ça a fait un hématome. L'hématome, il va masquer cette malformation. Si vous faites un angioscanner ou un angio-IRM tout de suite, vous n'allez rien voir. Le sang, il a caché la malformation. Donc, il faut attendre un mois pour que le sang se résorbe, pour qu'on puisse voir cette malformation. Donc, on fait un angioscanner, un angio-IRM, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vraiment vous ne trouvez pas et que vous continuez à soupçonner une malformation vasculaire, on peut faire une artériographie cérébrale, surtout chez le sujet jeune. Voilà. Alors, pour les formes générales, je vous ai parlé tout à l'heure de l'hémorragie la plus fréquente, qui est capsulo-lenticulaire, mais on peut avoir un hématome cérébelleux, c'est-à-dire un AVC au niveau du cervelet, et à ce moment-là, on va avoir des vertiges, troubles de l'équilibre, des céphalées, etc., et surtout le syndrome cérébelleux. Un AVC au niveau du cervelet, on va avoir un syndrome cérébelleux. Mais le problème avec l'AVC cérébelleux, c'est que le cervelet, il est situé dans une région encore plus, c'est-à-dire le cervelet, il est situé devant le tronc cérébral. C'est-à-dire, s'il est le siège d'un hématome, il va comprimer le tronc cérébral. Et vous savez que le tronc cérébral, si il est comprimé, donc là, il y a risque de décès, il y a risque de décès, il y a risque d'engagement du tronc cérébral dans le trou occipital, donc risque de décès. Et c'est pour ça que quand on a un AVC au niveau de la fosse cérébrale postérieure, au niveau du cervelet, ça peut nécessiter un geste chirurgical, il faut l'évacuer parce qu'il y a risque donc d'engagement du tronc cérébral au niveau du trou occipital et donc de décès. D'accord? Voilà pour ce qui est l'hématome cérébelleux. On peut avoir aussi des hémorragies au niveau des lobes, carrément. Au niveau du lobe occipital, on va avoir un syndrome occipital. Au niveau du lobe frontal, on va avoir un syndrome frontal, etc. Avec toujours les crises d'épilepsie qui accompagnent à chaque fois, comme on a vu dans les syndromes topographiques. Si vous avez une lésion, un AVC au niveau frontal, au niveau du lobe frontal, vous allez avoir un syndrome frontal, des troubles moteurs, plus des crises d'épilepsie motrices, partielles motrices, au niveau pariétal aussi, occipital aussi, etc. Voilà. L'évolution des AVC hémorragiques, l'évolution, elle peut être défavorable. Pourquoi? Comme je vous ai dit, hématome, HIC, engagement et décès. Mais parfois, le décès, comme je vous ai dit toujours, je le répète, le décès, généralement, il est dû aux complications du décubitus. Hein? Les fausses routes, les infections respiratoires, urinaires, etc. Les accidents thromboemboliques, un malade qui est longtemps allongé alors qu'il ne reçoit pas des anticoagulants, doses isocoagulantes, il peut faire des accidents thromboemboliques et mourir. D'accord? Donc, elle peut être défavorable, cette évolution, comme elle peut être favorable. Parfois, le sang, l'hématome, il va se résorber doucement et le malade, il va récupérer, donc avec disparition des céphalées, il pourra garder des séquelles motrices qui pourront bien sûr là, nécessiter rééducation, etc. Alors, parfois les AVC hémorragiques, donc pourront, si l'hématome est important et qu'il est accessible, c'est-à-dire s'il est un peu en périphérie, il pourra nécessiter un geste neurochirurgical pour l'évacuer, pour que le malade, c'est-à-dire s'en sorte, hein, parce qu'un AVC hémorragique très important, c'est le risque d'engagement et de décès. Donc parfois, s'il est accessible, il pourra nécessiter un geste neurochirurgical.
Madame, Voilà. Allez-y. Madame, concernant l'inondation ventriculaire, Madame, le sang qui est à l'intérieur du LCR, Madame, est-ce qu'on doit l'évacuer? Non, non, il va se résorber de lui-même. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a des questions à poser?